Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui, encore une fois, Xavier Perminja est notre expert, il est directeur d'activité dans le photovoltaïque chez Unit. Et nous allons ensemble parler des bâtiments photovoltaïques, c'est-à-dire à peu près tout type de bâtiment avec du photovoltaïque, par exemple sur le toit le plus souvent, enfin je présume. Personnellement, moi des bâtiments clés en main qu'on me présente comme autofinancés parfois, ça doit être des pubs, qui rapportent de l'argent et qui sont écolos, où est-ce qu'on signe ? Est-ce que je peux avoir ma maison comme ça pour moi ? Alors, bonjour Xavier. Bonjour Marian. Xavier, pour commencer, est-ce que tu peux nous aider à visualiser ? Est-ce que tu as des exemples de bâtiments photovoltaïques ? Alors, en théorie, tout bâtiment peut être solarisé. Aujourd'hui, on voit bien autour de nous que sur des intermarchés, sur des maisons individuelles, sur des immeubles, ça fleurit. Enfin, on ne le voit pas forcément, parce qu'évidemment, on passe souvent en dessous. En théorie, tout est possible. Après, il y a plein de contraintes qui font que malheureusement, c'est comme d'habitude pas aussi simple de solariser une toiture. Il faut se dire que c'est quand même l'intérêt de cette énergie, c'est qu'elle peut être installée partout. Et donc, tu as des types de bâtiments sur lesquels on peut le voir ? Nous, Unit, comme tu le sais, on fait surtout de la grande centrale au sol ou en ombrière, mais on a des projets, par exemple, sur des hangars. C'est vrai que les développeurs de projets et les industriels comme nous, notre intérêt, c'est toujours de faire les toitures les plus grandes possibles. Donc forcément, aujourd'hui, nos projets, ils sont sur, je parlais d'Intermarché, donc des centres commerciaux, des centres logistiques. Aujourd'hui, il y a des énormes surfaces de toiture sur les entrepôts type Amazon, etc. Sur des hangars aussi agricoles. C'est vrai que c'est souvent le modèle aujourd'hui qui est le plus travaillé et le plus abouti, c'est l'autofinancement, par exemple, d'un hangar agricole. C'est-à-dire que grâce à une installation solaire, on va être capable de payer les fondations et la structure du hangar. Et donc le futur propriétaire ou l'utilisateur du hangar n'aura rien à payer pour son installation, qui va s'autofinancer par la revente d'électricité une fois que le projet sera monté. C'est un cas un peu particulier parce qu'on se trouve sur des structures qui sont moins chères qu'évidemment une maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser autofinancer son logement en mettant quelques panneaux en toiture, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et pareil pour un entrepôt ou d'autres types d'installations. D'accord, donc au niveau urbain, par exemple, quand on me parle d'immeubles photovoltaïques, c'est concrètement, on a un immeuble, on a posé des panneaux solaires sur le toit. Exactement. Et donc là, c'est souvent anecdotique par rapport à la consommation de l'immeuble, la production de la centrale en toiture, puisqu'on a une petite surface dispo et des gros besoins de consommation. Donc pour avoir quand même quelques ordres de grandeur en tête, c'est illusoire de croire qu'on va réussir à rendre un bâtiment, par exemple, autonome en énergie, un bâtiment de type un immeuble ou même une maison, en mettant juste des panneaux solaires en toiture. D'autant plus qu'il y a toutes les problématiques évidemment de stockage, etc., dont je ne sais pas si on va parler aujourd'hui, mais qui rentrent en jeu. Alors que toujours dans l'urbain, par exemple, un parking photovoltaïque, on a théoriquement une meilleure rentabilité. Je crois qu'on en a parlé dans le cadre des ombrières photovoltaïques, le premier épisode, je crois d'ailleurs. Tout à fait. Et je crois qu'on avait aussi dit que les ombrières, finalement, c'est pas un mot qui existe. Donc là, par exemple, on parle de photovoltaïque, de bâtiments photovoltaïques, mais c'est vrai que les ombrières, quand on demande une autorisation de construire, par exemple, quand on a un permis de construire, on ne demande pas au type d'une ombrière, on demande au type de hangar photovoltaïque, et donc dans la catégorie bâtiment. Ça tombe bien avec l'objet du podcast du jour, puisque ce qu'on appelle une ombrière, finalement c'est un bâtiment, c'est des panneaux qui sont surélevés, on peut loger des camions en dessous, donc voilà. Ok, est-ce que vous avez déjà travaillé ou entendu parler de chantiers, comme j'ai pu voir sur internet en cherchant un petit peu, il y a beaucoup de recherches autour des bâtiments de tennis ou de manège équestre, de manège équestre. En fait, c'est le même principe que pour un hangar agricole. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour des constructeurs comme nous, on se retrouve avec d'assez grandes surfaces. On peut mettre parfois 100, 200, 300 kilos, ce qui commence à être intéressant pour nous. Et c'est pour ça que ce type de projet se développe un peu plus finalement. Petit aparté que je réalise au montage, quand Xavier parle de kilos, il parle de kilowatts. Plus précisément, de kilowatts crête, qui est la valeur établie en usine pour définir la puissance maximale de production d'un panneau solaire. Voilà, nous pouvons continuer. Le sujet des tennis, par exemple, nous on regarde d'assez près parce que ça pourrait être un moyen de standardiser des installations en couvrant des surfaces qui aujourd'hui ne sont pas forcément couvertes. Donc il y a un intérêt pour le propriétaire du tennis. Et en plus de ça, ça permet de mettre à disposition une surface pour produire de l'électricité. Et l'intérêt, c'est qu'il y a plein de tennis et que vous pouvez standardiser une méthode, une façon de fonctionner et tout ça. Exactement. Je vois aussi que beaucoup d'internautes se posent des questions sur les matériaux utilisés. Alors, on ne va pas aller dans le fond du fond sur les matériaux du photovoltaïque en lui-même, je parle de la structure. D'une manière générale, quand vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur du bois, sur du béton ? Comment vous vous positionnez ? Tout dépend déjà si on travaille sur de l'existant. Si on va solariser la toiture d'un centre équestre, par exemple,
On s'adapte à ce qu'il y a sur place. Nous, l'idée, c'est qu'on va évidemment privilégier les toitures. Déjà, un des gros sujets, c'est est-ce que la charpente va supporter le poids des panneaux. C'est souvent ça qui freine au démarrage. Et ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes chantier, par exemple, est-ce qu'il va falloir désamianter une toiture? C'est souvent une des problématiques principales sur l'existant, qu'on soit sur des centres équestres ou sur des hangars déjà existants, c'est qu'on se retrouve avec des terrains qui sont en fait amiantés, donc des toitures en fibrociment par exemple. Et pour ça, ça veut dire des contraintes chantier très fortes et donc des coûts très forts et donc une rentabilité de projet qui est plus compliquée à atteindre. Et donc pour revenir sur la question des matériaux, parce que j'ai pas du tout répondu à ta question, quand nous on va construire sur du neuf, donc on parle là plutôt des ombrières de parking ou des hangars agricoles, l'idée c'est de mettre une charpente métallique, donc c'est en acier galvanisé, finalement avec un petit peu le même type de matériaux qu'on va utiliser sur nos centrales au sol, des pieux, et évidemment des fondations alors là qui seront bétonnées en fonction des études de sol qu'on va mener. Et puis après, parfois on va mettre une dalle béton, parfois on va pas en mettre. Je parle de certains hangars agricoles ou de stabulation. Puis des bacs acier en toiture sur lesquels on va poser les panneaux. Alors on va continuer à peut-être aller dans le technique dans quelques instants, mais j'ai une question des internautes qui se demandent, peut-être pas qui se demandent s'il y a des avantages, mais qui cherchent exactement les avantages de l'utilisation des panneaux solaires pour produire de l'électricité dans des bâtiments. Moi je vois bien que donc, certains bâtiments peuvent s'autofinancer, donc ça ce serait génial, mais c'est pas toujours le cas, et ça dépend peut-être des dimensions du bâtiment. Peut-être qu'il y a des bâtiments sur lesquels il n'y a pas du tout d'avantages, des limites précises. Il faut toujours distinguer, est-ce qu'on parle d'un agriculteur, d'un particulier, d'un industriel, mais si on le fait dans l'ordre que je viens d'énoncer, les agriculteurs évidemment qui veulent avoir un bâtiment en fait, l'avantage c'est que selon où est-ce qu'il est en France et donc la productivité de la future centrale, il peut être complètement autofinancé ou partiellement. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, un acteur comme nous va arriver en tiers investissement, va monter le projet, va construire lui-même le hangar, et va donc céder le hangar à l'agriculteur, en contrepartie de quoi il aura la jouissance de la toiture pendant 30 ans. Et donc nous, en fait, on paye tout, et on se rémunère en vendant l'électricité pendant 30 ans. Parfois, comme on est dans des zones soit un peu trop loin du réseau, soit trop peu ensoleillées, on va demander une participation au futur propriétaire du hangar. Donc il va payer qu'une petite partie du hangar, mais ce sera la condition contre laquelle le projet sera rentable. Parfois dans le sud, on peut payer tout le hangar, on peut même aller payer les bardages, les dalles, etc. selon la rentabilité du projet. Voilà. Chaque projet étant différent. Pour un particulier, il va y avoir deux façons de faire. Attends, je t'interromps juste rapidement. C'est juste parce que tu parlais de ces hangars pour 30 ans. Qu'est-ce qui se passe au-delà des 30 ans pour notre agriculteur? Peut-être que c'est la même chose pour les particuliers et les industriels, mais c'est là maintenant que la question me vient à l'esprit. Ouais, ok. Et nous, notre modèle, c'est qu'au bout de 30 ans, la centrale donc en toiture, dont on avait la propriété, c'est-à-dire qu'on louait la toiture et on avait la propriété de la centrale par-dessus, elle devient la propriété de l'agriculteur. C'est notre modèle. Après, chaque entreprise raisonne différemment. D'accord. Tu étais parti sur les particuliers? Ouais, donc les particuliers, l'idée c'est qu'en général on a de beaucoup plus petites surfaces à équiper, évidemment. Donc on va pouvoir mettre peut-être 3 kg, 6 kg, 9 kg. Sachant qu'aujourd'hui sur une toiture terrasse, il faut compter qu'on met environ 1 kW sur 10 mètres carrés. Et puis sur un bac acier, sur un bac sec, on met environ 1 kW, il faut 5 mètres carrés pour 1 kW. Et l'ordre de grandeur de coût pour une installation en toiture, aujourd'hui, pour un particulier, ça va être, si on parle de 3 kg, 9 000 € avec la pose. Pour 6 kg, on est à 14 000, et pour 9 kg, on est à 19 000 à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Mais donc ça, finalement, soit le particulier va le financer lui-même, donc il va acheter les panneaux, et derrière, il peut revendre l'électricité à EDF, et donc rembourser son installation, ou l'autoconsommer. Donc ça veut dire que ça va être directement branché sur le réseau de sa demeure, déduit de sa facture d'électricité. Il peut aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire autoconsommer quand il en a besoin et réinjecter le surplus quand il ne l'utilise pas. Une autre façon de faire, c'est de louer sa toiture, mais là, on parle de particuliers qui auraient des belles maisons. Donc de louer sa toiture à un acteur comme nous, encore une fois, qui va lui se rémunérer, louer la toiture à un prix fixe et revendre l'électricité et se rémunérer sur la revente. Un peu sur le même modèle que pour un agriculteur. Et enfin, pour parler des industriels, là on parle de toitures de bien plus grande ampleur et souvent, le besoin de ces industriels, c'est vraiment d'avoir de l'autoconsommation au maximum. On va étudier quelle est leur courbe de consommation, voir dans quelle mesure on peut l'adresser par rapport à la courbe de production de notre future centrale. Et en général, on arrive à couvrir un pourcentage des besoins qui peut varier entre 20% et 60% de la consommation, selon le type évidemment d'activité qui est en dessous. Et toujours pareil, nous le reste, on va le réinjecter sur le réseau et se rémunérer sur cette revente du surplus.
finalement, le modèle, souvent, en tout cas pour des acteurs comme nous, c'est d'être propriétaire de la centrale. Ça veut dire d'éviter un investissement de la part du propriétaire du terrain, donc bâtiment agricole ou le bâtiment industriel. Et nous, notre modèle, c'est qu'on paye l'installation et on se rembourse derrière en revendant l'électricité. Alors je rappelle donc la durée de vie des panneaux solaires, elle est estimée à 30 ans et 80%, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, aujourd'hui, on pense plutôt autour de 40 ans, mais c'est vrai qu'on se dit qu'à 30 ans, enfin, ce que nous disent en tout cas les producteurs de panneaux, c'est qu'à 30 ans, un panneau produit encore à environ 85% de sa puissance initiale, sa puissance nominale. Donc on est quand même sur des durées de vie qui sont assez folles, ce qui est super intéressant, avec une bonne résistance des matériaux. Peut-être que tu peux m'aider sur comment on peut calculer la taille du système photovoltaïque qui est nécessaire pour alimenter, par exemple, un bâtiment. Est-ce que c'est quelque chose qui est un ordre d'idée que vous avez? Donc c'est difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait, tout dépend de l'activité qu'il y a dans le bâtiment. Si on est sur une installation individuelle, une maison d'individuel, on va avoir du mal à couvrir la consommation avec une toiture qui va être de l'ordre de 40 à 50 mètres carrés, c'est clair. Si on est sur une installation industrielle, si tu es sur un data center, c'est pas la même chose que si tu es sur un entrepôt de logistique. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a réussi à faire des projets aujourd'hui. On couvrait, donc souvent sur des grandes installations, 50% des besoins de l'industriel. Et puis là, le dernier projet sur lequel on bosse, on serait plutôt de l'ordre de 20%, mais on est vraiment sur une installation donc, qui serait assez gigantesque pour une toiture. Hein, on parle de 2 mégawatts. Mais par contre, c'est l'utilisation qui est dans le bâtiment, c'est la production de tuiles avec un four hyper consommateur d'énergie. Et donc, évidemment, voilà, les besoins sont énormes et on va avoir du mal à couvrir une part significative de ces besoins. D'ailleurs, ça me amène à une autre problématique à laquelle on est confronté, c'est celle des assurances. Finalement, aujourd'hui, on se dit pourquoi on ne va pas solariser toutes les toitures de France? Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qu'on nous dit à nous, les producteurs comme Unit, qui ont tendance à chercher des grands terrains, notamment pour mettre des centrales au sol ou en ombrière. Souvent, on va avoir des services de l'État qui nous disent commencez par solariser toutes les toitures. Alors déjà, c'est beaucoup plus compliqué de faire 40 000 petits projets qu'un gros, évidemment. Mais en plus de ça, on va avoir des assurances qui aujourd'hui sont de plus en plus compliquées à obtenir. Et sur certains types de bâtiments industriels, c'est carrément pas possible. C'est-à-dire que là, par exemple, on a eu un projet un peu du même acabit où il y avait la fourniture de la production industrielle qui dégageait du fluor. Et en fait, le fluor, ça fait fondre le verre. Donc typiquement, c'est pas idéal si tu mets des panneaux au-dessus de ce type d'installation. Ou alors, il y a des stocks de produits dans un entrepôt logistique dont la valeur peut être importante. Et les assurances vont refuser d'assurer s'il y a des panneaux en toiture, même si le risque est minime, parce que les conséquences seraient trop fortes d'un point de vue financier, quoi. Donc c'est vraiment une des problématiques principales aujourd'hui qui freine le développement de ce type d'installation en toiture. Je présume que tous les bâtiments ne se valent pas, ou toutes les dispositions ne se valent pas. Comment est-ce qu'on peut optimiser l'efficacité d'un système photovoltaïque quand on l'installe sur un bâtiment? Il y a finalement assez peu de pistes d'optimisation dans le sens où, quand on est sur un bâtiment existant, on va s'adapter à l'existant. Ce qu'on va rechercher en priorité, nous, ça va être une toiture qui sera inclinée au sud, entre 10 et 15 degrés. Et puis finalement, après, la proximité d'un réseau, si on est sur une grande installation, il va falloir les raccorder donc potentiellement en moyenne tension. Donc où est-ce qu'on va pouvoir aller se raccorder sur le réseau? Mais encore une fois, on part d'un cas d'étude et puis on fait une analyse économique pour voir si un projet est possible ou non. On ne va pas changer l'orientation de la toiture du bâtiment pour l'optimiser l'installation. Donc si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup de sur-mesures et en fonction du cas par cas, on va dire. Donc ce qui nous donne pour des questions comme combien coûte un bâtiment photovoltaïque, ça dépendra de la thématique. Pareil sur combien d'années pour amortir le bâtiment, parce que ça dépend du bâtiment photovoltaïque, de la rentabilité et tout ce genre de choses. Exactement. Je lis aussi la question, quelle est cette proposition du bâtiment photovoltaïque autofinancé clé en main? En fait, il y a plein de propositions et c'est variable en fonction des thématiques. Donc si moi si j'ai une question pour mon bâtiment, est-ce que je peux vous contacter? Et oui, alors sachant que nous, on va vraiment pas être très pertinent pour des installations pour des particuliers, encore une fois. Là où on commence à tirer notre épingle du jeu, c'est sur des grandes toitures, et je parle de dizaines de milliers de mètres carrés, autour de 10 000. Un petit hectare de toiture, ça commence à être intéressant pour nous, et on commence surtout à être capable de faire des offres très bien calibrées pour ce type d'installation. En dessous, honnêtement, c'est vrai que c'est pas notre métier, et il y a des gens qui sauront faire mieux que nous. Donc voilà. Ok, question suivante. J'ai ces internautes qui se demandent si
ça fonctionne sur un bâtiment existant déjà bâti. J'ai envie de dire, on l'a vu tout au long de cette conversation, c'est la base. La moitié du temps, c'est ce qui vous arrive, notamment les toitures domestiques. Oui, ça fonctionne, mais s'il faut faire des travaux d'aménagement qui sont coûteux, comme on n'est pas non plus sur des installations qui ont une rentabilité exceptionnelle, on est vite contraint dès qu'on a des travaux à faire, quoi. Le cas le plus fréquent qu'on va rencontrer, c'est une toiture amiantée. En fait, l'avantage d'une toiture amiantée, c'est qu'au moins on sait que la charpente supportera le poids de nos panneaux, puisque le poids des fibrociments, c'est à peu près de l'ordre de 17 kg du mètre carré, c'est-à-dire à peu près le poids d'un panneau solaire aujourd'hui. Donc c'est l'avantage, mais par contre, désamianter, ça c'est extrêmement coûteux. Et donc, dès lors qu'on doit prendre ce coût en main, c'est difficile d'avoir un projet économiquement viable. Le cas possible, c'est peut-être s'il y a un désamiantage prévu dans tous les cas, et que dans ce cas, nous on arrive derrière et qu'on s'occupe juste de l'installation des panneaux et pas du désamiantage de la structure. Le fait de le savoir ou de préparer tout ça, ça doit avoir un impact sur toutes les étapes à suivre pour installer un système photovoltaïque sur un bâtiment déjà existant. Quelles sont les étapes pour l'installation ? Mais après, pour le coup, administrativement, c'est plutôt simple. Alors, si on accepte le fait qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a souvent une problématique ABF, donc Architecte des Bâtiments de France, qui fait que dans beaucoup d'endroits, notamment dans le cœur de ville, etc., on n'a aujourd'hui pas le droit de mettre de panneaux solaires parce que ça dénaturerait le paysage. Au-delà de cette problématique, c'est vrai que si c'est une simple déclaration de projet, on ne va pas faire une demande de permis de construire, notamment quand on est sur de l'existant ou sur des petites puissances. Et donc, c'est une instruction de l'ordre de 2 à 3 mois. Et ensuite, on est prêt à construire. Donc, ça va assez vite. C'est assez simple. Aujourd'hui, en plus, les services de l'État ou les mairies connaissent bien ce type d'installation, commencent à bien les connaître, en tout cas. Et donc, ça va plus vite. Mais c'est vrai que c'est dans le cas où on n'est pas dans une zone classée ou proche de monuments historiques, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de projets qui sautent pour ça. J'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est une des raisons majeures d'abandon de projet. D'accord, alors ça m'amène à la question que je voulais te poser sur l'intégration de l'esthétique du bâtiment dans la conception d'un système photovoltaïque. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des process ou est-ce que c'est vraiment qu'en amont, on décide si oui ou non ça se fait et puis voilà ? Non, il y a des solutions aujourd'hui pour intégrer au bâti. Alors, typiquement, au lieu de les mettre en surimposition, les panneaux, on va les intégrer dans la toiture. Mais ça pose plein d'autres problèmes d'imperméabilisation, d'étanchéification de toiture. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas simple. Après, il y a d'autres solutions. Là, il y a des producteurs de tuiles solaires aujourd'hui qui font des tuiles colorées. Donc évidemment, si on colore les panneaux, ils sont moins performants. Mais en tout cas, voilà, c'est des solutions qui existent. Bon, après, chacun a son avis sur l'esthétique de ces choses-là, mais ça permet de les rendre plus discrets, en tout cas, sur une toiture. Il y a des panneaux notamment orangés ou rosés pour aller sur les toitures de type tuile terre cuite. Peut-être qu'effectivement, là où j'habite, ça serait utile, ça serait intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le fonctionnement du stockage d'énergie d'un bâtiment photovoltaïque ? Où est-ce que ça va se trouver ? Quels sont les types de stockage ? Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques ? Est-ce que ça va directement sur les réseaux électriques le plus souvent ? Enfin, comment ça marche ? Aujourd'hui, il y a très peu de stockage. La plupart du temps, c'est de la réinjection sur le réseau immédiatement ou de l'autoconsommation avec réinjection du surplus. Il y a des solutions qui existent, notamment de batteries, avec des batteries type lithium, les mêmes qu'on a dans les véhicules électriques finalement, et qui permettraient notamment de rendre des bâtiments complètement autosuffisants. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui font un peu de montagne, on voit que dans les refuges, on a ces solutions qui sont en place. En tout cas, sur les installations déconnectées du réseau, ça existe. Le problème, c'est que c'est cher. Et puis les batteries, il faut les renouveler de temps en temps. Et puis les batteries, ça pose plein d'autres problèmes. On parle de l'extraction des métaux, etc. Voilà, il y a plein de problématiques engendrées par ces installations. Mais en tout cas, techniquement, ça marche aujourd'hui. Et c'est juste que, par exemple, sur un bâtiment en milieu urbain ou même en milieu rural, mais raccordé au réseau, il n'y a pas d'équilibre économique à aujourd'hui vouloir mettre une batterie pour stocker son énergie produite en journée et la réutiliser le soir, par exemple. Notamment parce que l'électron n'est pas si cher que ça en France. Ça, c'est bon à savoir pour tous ces bricoleurs qui veulent absolument viser l'indépendance en créant leur propre système avec leur propre petite batterie. Oui, mais ça, c'est aujourd'hui. Encore une fois, le prix des batteries il baisse énormément aujourd'hui. Il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Je ne sais pas si demain, ça ne sera pas intéressant, justement, plus intéressant de stocker son énergie produite sur son toit plutôt que d'aller acheter sur le réseau EDF, Enedis, pardon. Ça sera peut-être une possibilité, qui sait.
Alors, je lis une question que les internautes se posent, à savoir quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de bâtiments photovoltaïques par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelables. D'ailleurs, déjà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer un bâtiment photovoltaïque avec un bâtiment avec une autre énergie renouvelable? C'est une question que je me pose, mais dans l'idée. Il y a des solutions qui arrivent aujourd'hui de micro-éoliennes, j'ai vu ça récemment là, qui se positionnent en toiture, qui sont assez discrètes, qui peuvent être couplées à d'ailleurs une production photovoltaïque, sans problème, et qui seraient aussi en autoconsommation. Donc ça pourrait exister. Après, c'est sûr que l'avantage principal du solaire, c'est justement que c'est la seule énergie aujourd'hui qui est envisageable en milieu urbain et relativement discrète. Donc je sais pas à quels autres types d'énergie on pourrait penser, mais si, il y a des pompes à chaleur, il y a de la géothermie, notamment dans certaines régions qui sont plutôt favorables. Donc oui, il existe d'autres types de solutions renouvelables pour les installations, même chez les particuliers. Mais c'est vrai que le solaire aujourd'hui, alors c'est l'énergie que je connais le mieux, mais ça me semble être l'énergie la moins chère, la plus simple à mettre en place et la plus discrète. Ça, c'est pas mal. Et au niveau des inconvénients, on a le fait que l'hiver, un peu moins d'énergie et la nuit, plus du tout d'énergie. Beaucoup moins d'énergie, ouais. Bah, c'est l'intermittence, ouais, effectivement. Est-ce que les tendances actuelles en matière de conception et d'installation de bâtiments photovoltaïques vont changer? Quelles sont-elles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des évolutions à voir? Est-ce que tu pressens quelque chose? Alors, je pressens rien du tout, mais c'est vrai qu'il y a une loi d'accélération des énergies renouvelables, on en avait parlé, qui est sortie récemment, qui notamment pousse à la solarisation des bâtiments et des ombrières de parking, et à l'installation d'ombrières de parking, pardon. Aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires, mais qui concernent essentiellement les bâtiments neufs. Il me semble que, par exemple, on est obligé sur un bâtiment neuf de solariser à minima un tiers de la toiture, ou alors de la végétaliser. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes réglementaires qui arrivent, ce qui fait que ça devrait accélérer ce développement. On voit qu'il y a d'autres pays qui sont, encore une fois, très en avance sur nous, comme très souvent. Je pense à l'Allemagne, une fois de plus, qui a simplifié le cadre réglementaire aussi pour installer ces toitures, et qui a moins de contraintes liées aux ABF. Je pense que architecte des bâtiments de France, la problématique, elle est encore une fois là pour la France. C'est-à-dire que même si je disais que c'est plus simple à obtenir une autorisation de construire une toiture solaire, ça reste parfois très complexe. Et surtout, on est confronté à une administration qui est surchargée. Et si aujourd'hui on veut accélérer, le frein il sera probablement plutôt là. C'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de dossiers, il y aura il y aura de plus en plus de délais pour obtenir son autorisation. Tu viens de répondre à ma question suivante qui était comment les gouvernements peuvent-ils soutenir l'installation de bâtiments photovoltaïques pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ben voilà, la réponse. Mettre du monde compétent dans les administrations. Écoute, merci pour toutes ces réponses. Merci à toi. Je rappelle que Xavier s'intéresse de près à la question puisqu'il travaille pour UNIT sur différents chantiers photovoltaïques. Le groupe développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locale et durable. Si vous, qui nous écoutez, vous êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire.